Si vous voulez augmenter la rentabilité immobilière de votre investissement, vous pouvez le faire à condition de respecter ces 6 étapes. Elles sont cumulatives, vous ne devez en rater absolument aucune. C'est parti pour la première. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous détailler les étapes qui sont nécessaires, que vous devez appliquer si vous cherchez à augmenter la rentabilité immobilière de votre investissement. La première de cette phase, ça paraît normal, c'est une phase d'étude, d'accord? C'est-à-dire que vous avez déjà un bien immobilier, soit vous l'avez acheté, soit vous en avez hérité. Et la question est de savoir, c'est que ce bien-là, actuellement, il n'est pas rentable. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce bien-là sans forcément le vendre? Comment est-ce que vous pouvez augmenter sa rentabilité? Premièrement, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les types de locations qui s'offrent à vous. Peut-être qu'actuellement, il est loué en nu. Peut-être que vous voulez le louer en meublé, le louer en colocation, le louer en location courte durée, le louer avec un bail mobilité, c'est-à-dire en bail meublé, par exemple de septembre à juin, et puis de juin à septembre, le louer en location courte durée pour mixer un petit peu les modèles d'investissement. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que vous devez déjà analyser quel va être le mode de fonctionnement qui est possible de faire avec votre appartement. Si c'est un T2 qui fait 40 mètres carrés, la colocation, c'est pas la peine. En revanche, si vous avez déjà 3, 4, 5 chambres, là, effectivement, la colocation, ça peut être intéressant. Si vous avez une location courte durée avec un appartement qui fait un T4, T5, ça risque de faire un petit peu grand, ça va pas forcément être très facile à louer. Donc, faites bien attention de toujours choisir un modèle de location qui colle déjà avec l'architecture, avec l'essence même de l'habitation que vous possédez. Deuxièmement, ce que j'ai noté pour vous, c'est que vous devez, en fonction du modèle de location que vous allez choisir, vérifier qu'il y a bien de la demande, d'accord? Si vous faites d'une colocation et qu'il n'y a aucune demande pour de la colocation pour votre logement, ça va faire un grand flop, d'accord? Ça ne va pas fonctionner. Idem pour la location courte durée. Si votre investissement immobilier locatif se trouve à proximité d'une zone industrielle, ça va peut-être intéresser les personnes pour faire de la colocation ou faire de la location longue durée, mais pour faire de la location courte durée, ça va peut-être un petit peu plus difficile. En revanche, si vous êtes à proximité d'un lieu touristique qui attire pas mal de touristes, là, effectivement, la location courte durée pourra peut-être marcher. Après, attention, la location courte durée peut aussi marcher à proximité des zones industrielles et ce sera une clientèle d'affaires qui fréquentera votre location courte durée. Quoi qu'il arrive, quel que soit le modèle, quel que soit le protocole que vous allez choisir, vous devez impérativement vérifier qu'il y a bien une demande en fait pour le type de location que vous souhaitez mettre en place. Enfin, troisièmement, vous devez faire un état des lieux, c'est-à-dire que vous devez prendre l'appartement tel qu'il est. Ok, la salle de bain est là, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'il y a des modifications à faire pour louer de telle ou de telle façon? Est-ce que le salon qui est trop grand, est-ce qu'on ne pourrait pas le diviser en deux? Par exemple, si le salon fait 40 mètres carrés, est-ce qu'on ne pourrait pas isoler un coin qui fait 15 mètres carrés, recréer une porte, créer une chambre supplémentaire pour pourquoi pas l'exploiter en colocation, juste mettre une cloison en plus avec une porte, ça coûte franchement pas grand chose, donc créer une chambre en plus, une pièce en plus dans votre appartement pour changer le mode d'exploitation, ça peut également tout à fait se faire. Vous devez donc être très critique sur votre appartement et si c'est votre appartement et que vous n'êtes pas assez critique avec vous-même, n'hésitez pas à faire appel à un ami à vous, à une personne qui est extérieure au projet et qu'il vous dise clairement ce qu'il pense de l'appartement. S'il y a des peintures à refaire, s'il y a du carrelage à changer, s'il y a des menuiseries à changer, je ne sais pas. Bref, vous devez lui demander un avis complètement désintéressé pour rédiger un état des lieux dans les règles de l'art parce que vous devez rédiger un état des lieux de manière complètement impartiale. Une fois que cet état des lieux est fait, je vous préconise très fortement d'établir un budget travaux, mais pas forcément estimé. Les travaux. Vous faites venir un artisan, pourquoi pas une entreprise TCE, tout corps d'état, et vous lui demandez voilà, un devis de peinture, le sol, refaire la salle de bain, changer toute la cuisine, remplacer les fenêtres si celles-ci sont vieilles, et il va vous dire voilà, monsieur Dupont, combien coûte la rénovation globale de votre appartement. Vous faites faire 3 devis par 3 entreprises complètement différentes, comme ça vous savez à peu près, vous faites la moyenne des 3 et ça va vous donner grosso modo la moyenne, enfin en tout cas la somme de ce que cela va vous coûter. Une fois que vous avez ça, que vous avez vérifié la tension locative pour le nouveau mode de location, vous retournez voir votre banquier, vous dites voilà monsieur le banquier, j'ai cet appartement là, soit vous l'avez hérité donc il n'y a plus de traite dessus, soit vous l'avez peut-être acheté il y a 10 ans donc il y a encore peut-être 10 ou 15 ans de crédit à payer. Vous demandez au banquier voilà, j'aimerais réétaler la dette pour cet appartement, rajouter une enveloppe travaux, voir quelle est la mensualité de crédit qu'il me faut pour atteindre
un autofinancement, voire un cash flow suffisant, là vous utilisez le tableau que je vous mets ici. Comme ça, vous pouvez montrer ce tableau à monsieur le banquier. Vous lui dites, regardez monsieur le banquier, si vous me financez sur 25 ans, ma mensualité de crédit va être petite comme ça, mon cash flow va être beaucoup plus grand. Or, si vous me financez que sur 10 ou 15 ans, bon bah, ma mensualité de crédit va être comme ça et moi j'ai ça de cash flow. Enfin, en gros, je perds ça. Donc ça veut dire que je suis en négatif, ça veut dire que je vais dégrader ma capacité d'endettement et je ne pourrai pas revenir vers vous dans 6 mois, 12 mois, 18 mois pour refaire un nouveau crédit. Donc, s'il vous plaît, monsieur le banquier, faites-moi une… Alors, j'exagère, hein, je prends un ton volontairement enfantin, mais c'est vraiment comme cela que ça fonctionne. Vous devez prouver au banquier qu'il doit vous faire un mode de financement le plus long possible pour que vous puissiez avoir le plus d'excédents possible. Et donc, une fois que vous avez renégocié votre crédit qui intègre maintenant votre crédit travaux, le tout étalé sur la plus longue durée possible, vous allez pouvoir faire les travaux, faire l'aménagement, accueillir votre nouveau locataire et donc avoir un bien immobilier qui va être complètement rentable. Si malgré tout ce que je vous dis là, vous êtes dans l'incapacité de transformer votre bien actuel en bien rentable, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de le garder, d'accord? Ça veut dire que c'est un passif qui vous coûte de l'argent, qui dégrade très fortement votre capacité d'emprunt. Vous ne devez pas le garder, vous le vendez. Et si vous êtes attaché sentimentalement parce que c'est l'appartement dans lequel a vécu vos grands-parents ou quoi, au bout d'un moment, il faut penser aussi à l'immobilier comme si c'était un business, d'accord? Si c'est juste un appartement dans un immeuble qui n'a pas de cachet, qui n'a pas d'âme, vendez-le, séparez-vous-en. En revanche, si c'est une maison de famille dans laquelle vous avez grandi, que vous pouvez peut-être utiliser comme résidence secondaire, etc., là c'est différent. Là, vous pouvez mettre de l'affect à l'intérieur parce que c'est quelque chose qui va avoir une âme, qui va peser pour vous. En revanche, un appartement comme là, par la fenêtre, j'en vois, qui ressemble pas à grand-chose, construit dans les années 80-90, voilà, si vous héritez de ça et que c'est pas rentable, bon bah, vendez-le, ne vous embêtez pas de biens comme ça. Voilà, donc je répète les 8 étapes. Premièrement, les 6 étapes, pardon. Premièrement, phase d'étude. Deuxièmement, vérification de la tension locative, super important. Troisièmement, vous faites un état des lieux avec une personne extérieure qui sera intransigeante avec le bien en question que vous lui ferez visiter. Quatrièmement, vous établissez un budget de travaux et vous n'essayez pas de minimiser, d'accord? Vous faites un vrai budget de travaux avec les vraies dépenses à prévoir. Cinquièmement, négociation du crédit qui intègre les travaux plus le rallongement de l'emprunt si vous en avez encore un. Et sixièmement, exécution des travaux et accueil du nouvel occupant de ce logement. Et surtout, c'est le septième, c'est la règle bonus. Mais si malgré tout ça, vous n'arrivez pas à en faire un bien qui est rentable, vous devez vous en séparer. Okay? Soit vous gardez des actifs, soit vous n'avez que des passifs. Mais si vous voulez au bout d'un moment faire croître votre patrimoine immobilier, vous devez vous entourer de biens immobiliers qui sont rentables, donc les actifs. Voilà chers amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que je suis là et que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!